Il y a une équation qui est vraiment l'équation la plus simple de l'e-commerce, c'est visiteur fois taux de conversion fois panier moyen, ça te donne ton business. Quand tu fais des ads, tu as un impact sur le coût de ta visite, etc. Quand tu fais du CRO, tu as un impact sur ton taux de conversion et ton panier moyen. On a accompagné des marques comme Spring, Les Lessives, 900 Care, Hydratis, Inga, Gaia, la Brigade de Véro, des marques sympas. On en a accompagné un peu plus d'une centaine sur les 3 dernières années. Un chiffre qui est important à avoir en tête, c'est que seulement un A/B test sur 6 est positif. Ça veut dire qu'il y a 5 tests sur 6 qui sont soit flat, soit négatifs. Tu te dis 50% de l'ensemble du trafic sur les fiches produits, 10% de la fiche produit à l'ajout et 50% de l'ajout à l'achat. Ça te fait une moyenne à peu près de 2,5%. C'est ce qui existe aujourd'hui dans l'e-commerce. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en 2 pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, bienvenue Sébastien dans Club Croissance. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Moi, ça fait un petit moment que je te suis sur LinkedIn. Je t'ai déjà écouté dans plein de podcasts. Je pense que sur les questions de CRO, tu es l'une des personnes qui prend le plus la parole, que ce soit en podcast, via ta chaîne YouTube. On en parlera aussi via l'écriture de livres et également du coup sur LinkedIn. Et donc, vraiment, c'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas. J'étais moi aussi déjà tombé sur ton podcast, donc quand tu m'as écrit, ça m'a fait plaisir. C'est toujours un plaisir de partager un peu alors mon expérience, j'ai envie de dire un peu ce que je fais au quotidien, mon sujet, comme tu dis, le CRO pour l'optimisation de la conversion, c'est pas non plus le sujet qu'on entend parler partout. Ça fait moi 3 ans et demi que j'essaye de le mettre un peu au top de la liste. Donc ça fait plaisir de pouvoir en parler. D'ailleurs, je suis content parce que petite gloire personnelle entre guillemets, la semaine dernière, j'ai vu que j'avais été mis sixième du classement Gross Marketer, et je suis le seul sur la partie CRO, optimisation de site. Les autres, c'était principalement des ads, etc. Donc ça fait plaisir en fait de se dire que ouais, cette notion de CRO, elle commence à être vraiment acceptée, et ça prend du temps, mais à force de contenu, de travail, etc., on arrive à faire en sorte que les gens comprennent à quel point c'est important dans l'économie d'un site e-commerce, quoi. Ouais, effectivement. Nous, on le constate aussi à l'agence avec nos clients. C'est une question qui est de plus en plus importante parce que les coûts publicitaires ne font qu'augmenter. Les marges aussi se réduisent parce que les coûts de production ne font qu'augmenter. Et une manière de pouvoir faire face à ça, c'est notamment d'améliorer son taux de conversion. Clairement, il y a une équation qui est vraiment l'équation la plus simple de l'e-commerce, c'est visiteur fois taux de conversion fois panier moyen, ça te donne ton business. En fait, quand tu fais des ads, tu as un impact sur la partie visiteur, sur le coût de ta visite, etc. Et en fait, quand tu fais du CRO, tu as un impact sur ton taux de conversion et ton panier moyen. Parce qu'encore une fois, c'est moi ce que je dis souvent à mes clients, la pub, elle attire l'attention, mais elle ne vend pas. Genre, personne n'achète avec une pub. Alors, aujourd'hui, c'est presque un peu faux avec des TikTok Shop, etc. Parce que il y a quasiment, finalement, le lien entre la pub et l'achat, il a réduit. Mais dans 90% des ventes, quand même, minimum, aujourd'hui, t'as obligatoirement, que ça soit une pub physique, une pub digitale, t'as obligatoirement une interface, que ça soit un site, une landing page, peu importe quoi. Et en fait, c'est ça
qui va permettre aux clients d'acheter. Donc, quand tu optimises juste tes ads, en fait, tu optimises en gros un tiers de l'équation. Et en fait, moi, je vois, hein, ça, des fois, mais je me suis beaucoup interrogé d'ailleurs. Ça m'a souvent empêché de dormir, tu sais, de me dire, mais comment j'ai des clients qui dépensent 100K par mois en ads, rien qu'en diffusion, mais plus la production, plus le temps passé, plus tout ça, et qui passent pas une minute sur leur site, sur leur landing page ou quoi que ce soit, en se disant, en fait, on a une fiche produit, ça suffit, on envoie. Ça, c'est un truc où je me suis toujours posé la question. J'ai souvent trouvé la réponse, c'est que l'ADS, c'est gratifiant tout de suite. Tu sais, l'humain, il a tendance à aller chercher les récompenses rapides. C'est vrai que c'est gratifiant tout de suite. Tu lances une ads, tu vois ton CPA, ton CPC, ton truc. T'as tout de suite de la data dans la journée, quasiment. Meta, elle te dit, bah ça marche, ça marche pas. Tu vois des ventes. Enfin, tu vois, c'est assez excitant. Quand tu fais de l'optimisation, en fait, tu vois moins les ventes. Non pas qu'elles n'existent pas. Optimisation du taux de conversion, non pas qu'elles n'existent pas, mais c'est qu'elles font partie d'un flux. Et en fait, bah, Meta continue à te dire bah, les ventes que tu as optimisées, etc. Donc en fait, tu as toujours la sensation que ça vient de Meta, alors que, ou de Google, peu importe, de la plateforme. Alors qu'en fait, c'est pas toujours le cas. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui font beaucoup d'A/B testing, qui font beaucoup vraiment de tests de pages, bah du coup en fait, elles ne voient jamais trop les choses évoluer. Et ce que nous on remarque aussi, c'est que la plupart des marques, elles optimisent à l'aveugle, c'est-à-dire qu'elles se disent ok, bah là, j'ai l'impression que ma fiche produit elle est pas top, du coup je vais changer ça. Elles ne l'A/B testent pas et du coup elles ne se rendent jamais compte de l'impact des modifications. Un chiffre qui est important à avoir en tête, c'est que seulement pour les marques faites en direct, ça c'était un chiffre des moyens, des outils d'A/B testing, seulement un A/B test sur 6 est positif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 5 tests sur 6 qui sont soit flat, soit négatif. Et donc, en fait, quand une marque, elle fait une modification par elle-même sans l'A/B tester, elle est peut-être en train de se créer une dette. Parce qu'en fait, elle a de grandes chances que son test ne soit pas positif. Et donc, elle se rend pas compte, elle fait des modifications au mois de mars, et puis au mois d'avril, au mois de mai, parce qu'en fait, tu perds rarement 40% de ton chiffre d'affaires du jour au lendemain, tu vois, mais ça peut être 3-4. Et en fait, bah, tu t'en rends pas compte tout de suite, et du coup, tu remets en cause tes ads, tes trucs, enfin, etc. Parce que tu dis, en fait, c'est plus la bonne audience, c'est plus machin. Mais non, en fait, c'est juste toi qui viens de dégrader la performance de ton site sans t'en rendre compte. Et ça, c'est dommage. Donc, voilà, il y a beaucoup d'éducation à faire. Donc, je suis content d'être parmi avec toi aujourd'hui parce que ça permet de le faire. Ouais. Et je trouve que dans ce que tu viens de dire, il y a 2 basiques sur lesquels j'ai envie de rebondir. Le premier, c'est ce que moi j'appelle la formule e-commerce que dont tu viens de parler, c'est ton revenu sur ton e-commerce, il va dépendre de ton trafic, fois ton taux de conversion, fois ton panier moyen. Et je trouve que c'est une formule qui est tellement logique que j'ai l'impression que finalement, elle est très peu regardée. Et je pense que tu parlais tout à l'heure on met tout son budget en ads pour ramener du trafic et finalement, on n'en réserve pas pour du CRO, pour augmenter son taux de conversion ou son panier moyen. Moi, j'invite tous les auditeurs aujourd'hui à ouvrir un Google Sheet, à mettre cette formule-là, à mettre leur budget média, leur CPC, pour avoir à peu près quel trafic ils arrivent à avoir, leur taux de conversion et leur panier moyen. Et de faire des simulations en prenant, par exemple, 1000, 2000 euros de leur budget média et en mettre une partie en CRO qui pourrait avoir du coup un impact positif sur le taux de conversion qui pourrait passer de 2% à 2,3% par exemple. Et de voir que finalement, c'est la meilleure des choses à faire parce que généralement, dans tous les cas, c'est mathématique. Le chiffre d'affaires qui en découlera à la fin sera plus important. Et nous, on parle énormément de CRO avec nos clients parce que c'est une manière, entre guillemets, d'aller récompenser nos efforts. Un site qui a un beau taux de conversion, bah, naturellement, dès qu'on va faire un test, dès qu'on va lancer quelque chose, on va être plus facilement récompensé de tous les efforts qu'on va mettre en place. Donc, je pense que cette formule-là, elle est sous-cotée, on en parle peu, alors qu'elle est finalement très simple à comprendre et elle permet de bien savoir diriger ses efforts.
Ouais, complètement. Et d'ailleurs, selon ton business model, tu peux aussi remplacer le panier moyen par ta LTV. Tu vois, si tu es sur de l'abonnement, par exemple, ça a du sens de le remplacer par ta LTV pour connaître ton business. Mais pour revenir sur ce que tu dis, oui, bah nous, quand on accompagne des clients qui ont des agences ads, souvent ils sont contents de savoir qu'on est derrière parce qu'ils savent que justement, nous, on va faire notre job. Et si jamais on fait un plus 20%, bah directement, eux aussi font un plus 20%, entre guillemets, sans rien faire. Donc si jamais eux, de par leur job, ils arrivent à faire baisser le CAC de 20% et que nous, on arrive à augmenter le taux de conversion de 20%, bah en fait, tu vois, c'est exponentiel. Et du coup, ça donne des résultats qui sont excellents. Et pour eux, ça leur permet de fidéliser leurs clients parce que bon, quand à la fin, eux, ils présentent les résultats globaux, Meta, Google, etc. Et donc, ça leur donne des super résultats. Nous, pareil. Et en fait, on a tout intérêt. Et d'ailleurs, souvent, les clients avec qui on a les meilleurs résultats, c'est les clients avec qui on a le meilleur contact avec leur agence ads. Ouais, mais je pense que c'est le mariage, parfait. Parce que je pourrais prêcher pour ma paroisse et dire non, il faut réserver le budget pour les investissements en paid. Mais finalement, c'est une vision très court terme du sujet. Exactement. Parce que si on investit en CRO, on se donne aussi de l'oxygène qui permet plus tard justement d'aller réinvestir en marketing, mais avec quelque chose qui fonctionne mieux. Donc naturellement, avec plus de chances de succès. Bah c'est ça, et puis ça donne, nous, c'est ce qu'on appelle un peu la boucle chez nous, c'est que en fait, les ads apportent du savoir au CRO parce qu'on va pouvoir savoir, tiens, quels sont les hooks qui ont pu performer, qu'est-ce qui a pu créer de l'interaction, du clic. En même temps, nous, avec les tests sur fiche produit ou sur LP, on va aussi avoir de l'apprentissage qui, du coup, deviennent des éléments clés pour les prochaines ads. Et en fait, tu vois, quand on réfléchit comme ça, là, on avance super vite et ça cartonne. Et tu vois, nous, par exemple, on a aujourd'hui développé un outil qui nous permet justement de savoir exactement pour quel LP, quels sont les ads qui cartonnent, quels sont les formats d'ads, quels sont les hooks, quels sont les thèmes, quels sont les niveaux de conscience. Et en fait, à partir de tout ça, tu es capable du coup de redire à ton client, voilà, en ce moment, ce qui cartonne sur tel LP, c'est ce niveau de conscience, ce thème, ce format. Et quand tu dis ça, derrière, il est capable de produire avec son agence et en fait, c'est ce cycle qui est génial, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'adore. Ouais. C'est deux sciences qui se pratiquent différemment, mais qui finalement se complètent énormément. Complètement. Top. Bon, on est déjà rentré dans le vif du sujet. On n'a pas pris le temps de te présenter, Sébastien. Tu es le fondateur de Boost Conversion, donc une agence spécialisée en CRO, mais je vais peut-être te laisser davantage présenter ce que vous faites, vos clients, etc. Ouais. Moi, c'est vrai qu'à la base, je suis avant tout un gros passionné de marketing. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je lisais Capital et Management à mes 9 ans. J'ai été abonné à mes 9 ans. Et je lisais ça avant de dormir, comme si je lisais une BD. Je me nourrissais des histoires d'Édouard Leclerc, d'Alain Flelou, etc. C'était ça à l'époque, hein. C'était pas les startups, c'était pas SpaceX et OpenAI. Mais, et en fait, j'ai grandi avec ça en me disant, justement, moi, j'adorais l'univers de la marque, l'univers du branding, etc. Et du coup, première expérience, j'étais plutôt sur justement cette partie branding, proposition de valeur. J'accompagnais beaucoup de marques. J'étais un peu biberonné au why de Simon Sinek, etc. J'ai derrière écrit mon premier bouquin qui s'appelait DNVB, le renouveau du commerce, qui est sorti en 2019. Pile avant la grosse vague DNVB, pile avant le Covid, etc. Donc ça a cartonné. Ça a été un succès déjà de vente et en plus un succès pour moi parce que ça m'a permis en fait de faire des dizaines et des dizaines de conférences, de rencontrer à peu près toutes les marques de l'époque, tu vois, qui comptaient dans ce business-là. Et du coup de m'étendre en tant que freelance, parce qu'à la base j'étais que freelance, mais sur cette partie un peu branding. Et en fait à un moment, j'ai eu pas mal de clients avec qui on travaillait, avec qui on avait fait des
justement gros travail de proposition de valeur, etc. Et où il me disait mais maintenant comment on fait pour que ça fasse du chiffre d'affaires, quoi, tu vois, genre comment on transforme ça en business, parce qu'on est trop content du travail qu'on a fait, mais maintenant il faut que ça rapporte. Et en fait c'est un peu comme ça que je suis arrivé à faire du CRO sans trop le savoir, sans savoir en fait ce que c'était, etc., à commencer à optimiser les sites et tout ça. Et en fait j'ai découvert cette notion un peu par hasard. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Il y avait très très peu d'agences en France sur le sujet, voire pas du tout. Il y avait quelques agences, tu sais, qui avaient le mot CRO sur leur site web, mais qui n'étaient pas des agences spécialisées là-dedans, parce qu'en fait, c'était un peu un mix entre les agences du X, les agences de dev, etc. Et moi, je me suis dit, ok, il y a un vrai positionnement à aller chercher là-dessus. Et du coup, voilà, ça fait 3 ans et demi qu'on fait que ça, donc on fait que de l'optimisation e-commerce. Où nous, notre métier, donc c'est un peu ce qu'on appelle le post-clic, c'est qu'une fois que le client, le prospect, il a cliqué sur une ad, sur un email, sur une requête SEO, peu importe quoi, nous on l'accueille et on lui crée le parcours le plus idéal pour qu'il ait le plus envie d'acheter possible. Donc pour faire ça, et en gros aujourd'hui, si on le schématise, t'as à peu près 2-3% des gens qui achètent. Quand ils vont sur un site, notre métier, c'est que ça soit pas 2, mais 3, mais 4 ou 5 ou 6. Et c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui achètent sur un site web. Donc c'est ça notre job et notre positionnement un petit peu différenciant. Il y a même 2 points de positionnement un petit peu différenciants, c'est qu'aujourd'hui il y a pas mal d'agences CRO vraiment sites. Nous, on a aussi pris le parti de faire du CRO, mais aussi axé plutôt landing page, donc vraiment sur les pages d'atterrissage post-ads, où en fait, de par mon expérience de branding, de proposition de valeur, de marque, etc., j'avais ce besoin d'exprimer en fait des histoires pour des personas, de raconter des histoires, etc. Et en fait, les landing pages, c'est l'univers parfait, parce qu'en fait, on va pouvoir justement faire un gros travail de filtre sur les ads, de création de messages, d'A/B testing, etc. Et donc ça, c'est vraiment une grosse de nos spécialités. On a accompagné des marques géniales sur ce sujet, comme Spring, les lessives, 900 Care, Hydratis, Inga, Gaia, la Brigade de Véro, Dijo, vraiment beaucoup, pour justement créer ces... Comment ? Que des belles marques. Ouais, des marques sympas. On en a accompagné un peu plus d'une centaine sur les 3 dernières années. Donc, très très cool. Et l'autre point, c'est que moi je me suis beaucoup aussi, une fois que j'avais fait justement, que j'avais approché ces sujets-là, et où je me suis dit en fait le CRO c'est pas que de l'UX, c'est pas que de la technique, c'est avant tout savoir raconter les bonnes histoires, parce que tu peux aller optimiser en changeant la couleur de ton bouton, en changeant des petites choses, tu vas aller chercher quelques petits pourcents, mais en fait ce qui fait vraiment la différence c'est l'histoire que tu racontes. Et du coup je me suis dit tiens, ok, maintenant comment on fait pour raconter les bonnes histoires? Et en fait, je me suis beaucoup intéressé au neuromarketing. Je me suis formé énormément sur le sujet. J'en ai d'ailleurs écrit un bouquin qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle « Faites dire j'achète à vos clients », qui est un bouquin assez particulier parce que c'est un livre dont vous êtes le héros. Donc, c'est pas un livre marketing classique avec des chapitres, etc. Là, c'est vraiment, en fait, tu es le fondateur d'une marque et tu fais face à plein de choix, plein de dilemmes qui te font avancer, qui te font comprendre justement l'e-commerce, les neurosciences et la vision que moi j'en ai évidemment. Donc voilà. Et en fait, pourquoi ça c'est important et pourquoi j'ai eu envie de travailler là-dessus, c'est que souvent, je suis face à des marketeurs, à des marques qui sont experts de leurs produits, qui sont experts de leur univers, qui ont passé des années souvent à travailler dessus. Ils connaissent tous les caractéristiques, tous les arguments, toutes les comparaisons en fait avec le marché, avec la concurrence. Et en fait, à force de tout maîtriser, souvent ils ont un cerveau qui passe en mode logique, qui pense justement très cartésien, très rationnel. Et c'est un peu ce qu'on appelle d'ailleurs en neurosciences la malédiction de la connaissance. C'est quand tu sais tout, t'oublies ce que c'est que de ne rien savoir. Et du coup, ils s'adressent à des gens qui sont leurs clients, qui sont eux dans une phase beaucoup plus émotionnelle. Ils arrivent à froid, ils ont pas de contexte, ils ont pas de cadre, ils savent pas avec quoi comparer, ils savent, ils ont quasiment rien. Et du coup, il faut leur offrir cette connaissance,
leur minimiser l'effort. Et souvent, en fait, les marques, elles font tout l'inverse parce que elles ont envie de tout expliquer, etc. Alors que le client, lui, il se demande, est-ce que c'est fait pour moi? Déjà, est-ce que je comprends ce qu'on est en train d'essayer de me proposer? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je pense que ça peut régler un problème dans ma vie? Est-ce que je leur fais confiance? Et entre guillemets, c'est à peu près tout, tu vois. et en fait, le neuromarketing et le CRO, en tout cas c'est ma vision, doit permettre de faire ce pont, doit permettre en fait de raconter la bonne histoire et de partir en fait de tout ce que la marque elle sait. Et c'est pour ça que des fois, c'est aussi hyper intéressant de se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur. Parce qu'en fait, souvent, quand on est dans la marque, c'est un peu, il y a une expression en anglais qui dit, c'est un peu comme quand t'es dans le pot de confiture, t'as du mal à voir l'étiquette. Bah, c'est exactement pareil. C'est qu'en fait, t'es tellement à l'intérieur que t'as envie de raconter plein de trucs. Mais en fait, c'est peut-être pas les choses qui permettent de vraiment acheter. Et en fait, le neuromarketing et le CRO, ça sert à ça. Ça sert vraiment à raconter la bonne histoire. Non pas pour manipuler le client, mais pour lui donner exactement les billes avec sa perception du monde, du produit, des informations, qui va lui permettre de faire un choix éclairé. Parce que la manipulation, c'est je te vends à tout prix et quand tu vas y repenser après coup, tu vas te dire je me suis fait arnaquer. Alors que là, l'objectif du CRO, c'est tout l'inverse. C'est que tu aies envie d'acheter maintenant et qu'avec le recul, tu te dises que c'était une super idée. Et donc voilà un peu ce que l'on fait. C'était un peu long, mais j'ai essayé d'être complet. Non, c'est top. Et ce que j'aime beaucoup dans ton approche du CRO, notamment, c'est que tu parles finalement pas nécessairement directement de changer tel bouton ou d'ajouter telle information à côté du titre du produit. Tu parles avant tout de la personne de l'autre côté. Tu parles presque de psychologie. Enfin, tu parles clairement de psychologie avec le neuromarketing. Et je pense que pareil, c'est aussi un point de départ qui est un peu trop souvent négligé. On a tendance à tout de suite tomber dans les détails techniques, alors que parfois, il y a peut-être des choses plus logiques, plus simples, plus humaines à mettre en place. Bah, tu sais, moi, ce que j'aime bien toujours dire, c'est il y a encore quelques années, l'e-commerce n'existait pas. Quand tu allais acheter un produit, tu allais dans un magasin. Il y a plusieurs typologies d'expériences dans des magasins. Tu peux aller chez Leclerc, entre guillemets, tu te débrouilles tout seul, tu fais ton truc et tout ça, ça te prend 3 heures. Et tu peux aller chez Louis Vuitton, tu repars avec pas le même panier. Alors évidemment, t'achètes pas les mêmes choses, mais t'as pas vécu la même expérience. Et en fait, c'est un peu aujourd'hui ce que l'on doit faire vivre aux clients en ligne pour faire en sorte que, bah oui, on ait les réponses à toutes ces questions. Oui, on ait la possibilité en fait de lui créer un parcours idéal pour qu'il ait la capacité d'acheter le produit qu'il a envie d'acheter et en tout cas même qu'il ait la capacité de résoudre le problème qu'il rencontre dans la vie. Et en fait, quand tu as ça en tête, bah c'est beaucoup plus facile du coup de savoir quoi lui raconter. Et en fait, quand tu te dis comment je peux aider mon prospect à résoudre le problème qu'il rencontre, non pas en étant le héros de son histoire, mais en faisant en sorte d'être une sorte d'aide pour que lui-même soit le héros de sa propre histoire, bah souvent tu changes pas la couleur de ton bouton, tu changes pas je sais pas quoi en disant il faut que j'enlève telle ou telle chose, il faut que je rajoute telle ou telle chose qui serait un peu des quick wins CRO. Je dis pas que ça ne marche pas et que ça ne marche jamais, mais en tout cas c'est pas la bonne approche, c'est pas la première approche. Si t'es Decathlon, qui a un site web qui a sûrement fait milliards de tests, oui, tu peux aller chercher des petites optimisations comme cela, parce qu'en fait, 0,5% validé statistiquement sur leur business, c'est gigantesque. Mais quand t'es une marque qui fait moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, clairement, ça sert à rien, c'est pas le levier le plus important. Ouais, très bien. Et tu parlais de chiffres tout à l'heure, de passer de 2% à 3%, à 4%, etc., de taux de conversion. Je sais que ma question, elle va être... Enfin, en tout cas, la réponse à ma question sera naturellement imparfaite parce qu'elle dépend de beaucoup de facteurs, de la notoriété de la marque, de son panier moyen, de son offre, etc. Mais est-ce que tu as un peu des chiffres comme ça que tu pourrais nous partager pour que nos auditeurs puissent se situer en termes de taux de conversion, pareil, en termes de taux de conversion entre un ajout au panier et un achat. Enfin, est-ce que tu as un peu des grands chiffres comme ça que tu peux nous partager ? Ouais. Alors déjà, tu vois, pour souvent les gens ils me disent ouais, je peux m'attendre à quoi si j'optimise mon taux de conversion. Et malheureusement, des fois, je leur réponds, bah entre nous notre range
de clients, c'est entre plus 10% et plus 150%. Donc, tu vois, ça veut absolument rien dire. Si je te dis, je te vends du plus 150%, il y a quand même 90% de chances que tu sois déçu parce qu'on les atteindra pas, évidemment. Mais ça peut arriver sur des cas vraiment exceptionnels, etc. Mais tu vois, par exemple, nous, sur la moyenne de nos clients, on est plutôt autour des 23-24% d'optimisation moyenne sur nos clients. Mais donc, pour répondre, pour moi, quand tu veux lire un peu ton site e-commerce, il y a 4 grandes datas à avoir en tête pour vraiment y voir clair sur un peu ton parcours. Première chose, la première data, c'est combien de gens voient des fiches produits. En fait, ça paraît bête, mais sur 100 clients, la moyenne, elle est autour... Allez, je fais des grosses masses pour que ce soit facile à retenir, mais la moyenne, elle est autour des 50%. C'est-à-dire que tu as quand même 50% des gens qui ne voient pas tes fiches produits. Soit parce qu'eux, ils se sont arrêtés à un article de blog, soit ils se sont arrêtés à ta homepage, toi, tes pages collection, etc. Mais en tout cas, il y a 50% des gens qui ne voient pas de fiches produits. Donc déjà, si tu es en dessous de ça, bah, c'est souvent le premier sujet sur lequel tu dois avoir un impact. Parce qu'en fait, bah, si jamais tu n'as que 30, bah en fait, là où c'est gigantesque de passer de 30 à 50%, parce que c'est là où tu as le plus de monde. Donc ça, c'est vraiment hyper important, et c'est souvent une data qui est complètement sous-cotée, et qui peut être un peu truquée si jamais tu envoies tes publicités directement sur ta fiche produit. Parce que si tu envoies tes publicités sur ta fiche produit, automatiquement, ça va augmenter. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder plutôt sur des trafics non payants, tu vois, type SEO, etc., pour savoir un petit peu comment ça se comporte. Ensuite, sur ta fiche produit, l'objectif, c'est d'avoir un taux d'ajout au panier. Pareil, je vais prendre une masse un peu simple, qui est autour des 10%. 12%, c'est mieux, c'est plus la moyenne, 12%. Mais tu vois, quand tu es entre 10 et 15, c'est que ta fiche produit, elle fonctionne plutôt bien. En tout cas, elle fonctionne dans la moyenne. Et après, on pourra peut-être reparler de cette moyenne qui est un truc qui me fout les poils. Mais bon, ça donne une indication. Donc en fait, là, quand tu fais déjà 50% plus en gros 12%, tu es déjà en gros à 6% de l'ensemble de ton trafic qui ont ajouté au panier. D'accord ? Et ensuite, tu vas être autour des... Pareil, je reprends une moyenne qui est un peu élevée, mais qui est autour des 50% entre l'ajout au panier et l'achat. Donc ça te fait à peu près du 3% à la fin. Sachant que la moyenne est plutôt autour des 48 sur le premier truc, qu'elle est plutôt autour des 44. Mais c'est pour donner un ordre d'idée un peu facile à retenir. Tu te dis 50% de l'ensemble du trafic sur les fiches produits, 10% de la fiche produit à l'ajout et 50% de l'ajout à l'achat. Ça te fait une moyenne à peu près de 2,5%. C'est ce qui existe aujourd'hui dans l'e-commerce. Ça donne une bonne idée pour savoir en fait où est-ce que j'ai un trou. Est-ce que j'ai un trou sur mes fiches produits? Est-ce que j'ai un trou dans l'organisation de mon site pour que les gens découvrent les fiches produits? Ou est-ce que j'ai un trou sur mon checkout? Voilà, avec ça, déjà, on peut y voir assez clair. Trop bien. Merci beaucoup, Sébastien, parce que je pense que ça va aider beaucoup de monde à se situer. Généralement, on a un peu peur de se mouiller sur cette question-là parce que elle dépend, encore une fois, d'énormément de facteurs. Mais je trouve que c'est une réponse qui est vraiment complète. On passe faut qu'on ait 50% de notre trafic qui aille sur une page produit, 50% de ce trafic page produit. Non, il y en a 10% qui se transforment en ajout au panier et du coup, un ajout au panier sur 2 qui se transforme en achat. Et ça donne un taux de conversion moyen d'environ 2,5%. Exactement. Et évidemment, si ton panier... Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette formule, c'est que, évidemment, si tu as un produit qui vaut 15 € ou qui vaut 500 €, ton ajout panier sera différent. Mais en fait, il n'y a aucune raison que ta data de l'ensemble de ton trafic vers ta fiche produit soit différent. Parce que, tu vois, alors évidemment, à 15 €, peut-être que tu as plus envie d'aller voir une fiche produit, mais en fait, pas obligatoirement. Donc, tu vois, et du coup, ça te permet d'y voir clair. Et l'un des impacts qui est assez fort aussi, c'est que souvent, les clients ils disent « Oui, j'ai un problème dans mon checkout ». Parce que déjà, souvent, ils savent pas qu'il y a 1 sur 2 qui achètent. Souvent, ils ont l'impression que c'est à peu près tous les gens qui vont acheter au panier qui vont acheter, ce qui est évidemment faux. La moyenne, comme je te disais, elle est plutôt autour des 44%. Donc, elle est même un peu moins que 50%, mais ça donne une bonne idée pour se souvenir. Et en fait, il y en a qui vont être bien en dessous.
Et donc, ils vont chercher sur le checkout et souvent, ils se disent, j'ai un checkout Shopify, c'est en une page, je peux rien faire, je peux rien optimiser. Bon, déjà, si tu as du Shopify Plus, tu peux faire des petites choses, mais si tu ne l'as pas, en fait, souvent, le problème du checkout, c'est pas au checkout, c'est sur les fiches produits. C'est parce que soit par exemple t'es un site qui a besoin où les gens ils ont un peu besoin d'une wishlist et tu l'as pas, du coup ils ajoutent au panier donc ils te foirent tes datas. Soit parce que t'as pas mis qu'il y avait une livraison payante, soit parce que t'as pas mis qu'il y avait des conditions de paiement avantageuses, soit parce que t'as oublié de mettre que ton taux que tu acceptais les retours sur ta fiche produit. Et en fait, une fois que les gens ils ajoutent, ils commencent à se poser plein de questions, parce qu'il faut imaginer que au moment où tu es sur la fiche produit, etc., tu es plutôt dans une phase émotionnelle, c'est trop cool, je découvre, etc. Mais au moment où tu dois passer à la caisse, là, tu te reposes plein de questions. Est-ce que je suis pas en train de faire une erreur? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que c'est pas X? Est-ce que c'est pas Y? Et en fait, il y a plein de manières de ressortir de sujets. Donc, et quand tu sais que à peu près 50% des abandons de panier, c'est sur les frais de livraison, tu te dis, en fait, il y a plein de choses, en fait, à régler sur la fiche produit pour optimiser ce taux-là. Et très rapidement comme ça, est-ce que tu pourrais nous sortir une petite liste non exhaustive, de choses à améliorer sur sa fiche produit pour réduire cette friction? Pour réduire la friction sur la fiche produit, il y a des éléments assez simples. Le premier, c'est évidemment ton carrousel photo. Aujourd'hui, le carrousel photo, c'est un funnel. C'est-à-dire que les gens vont le parcourir et en fait, plutôt que leur mettre 3, 4, 5 photos qui disent à peu près la même chose, il faut absolument réfléchir à un funnel qui en fait lui apporte des réponses au fur et à mesure. C'est un peu comme une ads. Tu vas pas répéter la même chose pendant 1 minute. Là, c'est pareil. Si tu lui montres des angles différents, raconte-lui quelque chose de différent. Si tu lui montres, dis-lui, prouve-lui qu'il y a des gens qui l'ont acheté. Mets peut-être un avis dans ton carrousel photo. Mets peut-être des éléments sur les bénéfices dans ton carrousel photo. Ça, déjà, c'est une grosse partie du business qui va faire la différence. Ensuite, évidemment, c'est d'utiliser tout le copywriting que les clients vont te donner. Comment les clients vont te donner du copywriting? Dans les avis, dans les enquêtes, etc. En fait, c'est hyper intéressant parce que les gens ils vont te dire je l'ai trouvé fluffy, je l'ai trouvé truc. Et en fait, ok, tu l'as trouvé fluffy, boum, je vais pouvoir dire que c'est un truc fluffy parce que ça veut dire que c'est dans leur vocabulaire, parce que ça veut dire qu'ils se reconnaissent là-dedans. Et ça va être super important. Donc de retravailler le copywriting autour de ça. Ensuite, évidemment, la preuve sociale, c'est dans beaucoup de sites, c'est hyper important, mais pas une preuve sociale basique. Ce qui est important, c'est une preuve sociale dans laquelle les clients se reconnaissent. Et donc, ce que moi j'aime bien dire, c'est essaye de retrouver les avis les plus réels possibles, parce que quand tu les inventes, ça se voit quand même assez, mais les plus réels possibles qui disent, en gros, j'avais ce problème, j'ai peut-être essayé de le résoudre par ça, j'ai acheter le produit parce que j'ai été convaincu par tel argument et voici mon résultat. Comme ça paraît un peu long, mais en fait, il y a plein de choses qui disent en fait, j'ai testé 4 régimes avant, lui, j'étais pas sûr, mais le côté fait maison m'a rassuré et en fait, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Trop bien. Voilà. Là, t'as un avis qui est ultra utile pour un client parce qu'il faut pas oublier que le client de base, il vous croit pas. Parce que vous êtes en train d'essayer de lui vendre un truc, il le sait. C'est comme quand il parle avec un vendeur, il a déjà une méfiance, parce qu'il sait qu'on est en train d'essayer de lui vendre un truc. Alors que les clients eux-mêmes, c'est comme ses amis, c'est comme des gens en qui il se reconnaît, et donc là, il va pouvoir potentiellement se projeter. C'est pour ça que c'est aussi important de faire en sorte que sur tes contenus de ta fiche produit, le client, le prospect puisse se reconnaître dans les clients. Qui puissent se dire ok, eux ils me ressemblent, tu vois, alors ils parlent pas de persona mais tu vois, ils se disent c'est un peu le même persona que lequel je suis. Évidemment ils se disent jamais ça, mais tu vois, qui se reconnaît là-dedans. Tiens, c'est plutôt une marque qui s'adresse aux skateurs, je vois un mec qui s'habille comme moi, qui a peut-être le skate en main, etc., alors que c'est une marque de boisson, mais au moins ok, ouais, lui il est cool, lui il est ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les influenceurs, etc., ça marche vraiment fort, parce que en fait on se reconnaît dans certains par leur passion, par leurs vidéos ou quoi que ce soit, et du coup en fait on arrive à créer un raccourci de si lui en a besoin, moi j'en ai besoin.
Ouais. Et donc ça c'est hyper important. Et donc, avant de parler un peu, tu vois, de la technique de la fiche produit, si déjà tu as ces éléments-là, c'est déjà hyper fort. Et le dernier truc qui, je pense, est hyper important et que les marques oublient souvent, c'est comment tu fais pour inverser la prise de risque. Parce qu'aujourd'hui, c'est le client qui prend un risque quand il doit payer pour acheter ton produit en espérant que potentiellement ça va résoudre son produit. Comment tu peux faire pour inverser la prise de risque et lui dire c'est pas toi qui prends le risque, c'est moi parce que je suis convaincu de mon produit. C'est ce qu'a pu faire des marques comme toutes les marques de literie avec le 100 jours d'essai, etc. D'un coup, tu changes la prise de risque. Tu dis au client essaye-le chez toi dans des conditions réelles. Si ça ne va pas en 100 jours, je te le reprends. C'est génial. Parce que le client se dit, putain, je peux le tester chez moi dans des conditions sans vendeur, je peux essayer peut-être tout seul avec ma femme, peu importe, et potentiellement je peux le rendre. Et en fait, quand tu connais les stats des retours qui sont autour des, alors ça dépend des marques, mais entre 5-6%, en fait, 5-6% de retour comble à 100% l'optimisation de ton taux de conversion que ça t'a apporté. Tu vois, t'as gagné beaucoup plus de par le fait de rassurer et d'inverser cette prise de risque que ça ne te coûte en retour. Donc, ça, c'est un point important. Comment j'arrive à inverser la prise de risque? C'est pas toujours en offrant, c'est pas toujours comme ça, mais c'est aussi des fois en créant du contenu, c'est aussi des fois en rassurant, c'est aussi des fois en projetant, en essayant des fois aussi, on essaye toujours d'avoir le panier moyen le plus élevé. Au départ, c'est pas toujours une bonne solution non plus, parce que des fois les clients ils ont besoin d'essayer, tu vois, et donc quand on essaye de leur vendre un truc qui sort un peu de leur range de prix, potentiellement ils passent à côté, alors que si vous avez essayé, ils se seraient peut-être abonnés, ils auraient peut-être eu intérêt à continuer. Donc voilà. Là, c'est un peu les sujets que tu vois qui sont pour moi les plus importants déjà à traiter. Si tout ça s'est rempli, après tu peux aller chercher des petites optimisations. Trop bien. Merci beaucoup, Sébastien, parce que, à nouveau, comme les chiffres tout à l'heure, c'est des exemples qui sont très concrets, très clairs, très actionnables. Top. T'es une personne qui regarde énormément ce que font les marques sur le marché américain, qui a certainement beaucoup de choses à nous enseigner. On a tendance à dire en e-commerce qu'ils ont 1, 2, 3 ans d'avance sur nous. Est-ce que toi, en faisant justement ce travail de veille sur les marques e-commerce américaines, tu as déjà observé des différences qui sont vraiment notables, des choses qu'on pourrait appliquer, nous, davantage en France? Ouais. Alors, évidemment, l'un des premiers gros sujets qui est à avoir en tête sur pourquoi ils sont en avance, c'est qu'en fait, ils sont 5 fois plus nombreux que nous, ou 6 fois plus nombreux que nous. Du coup, ça veut dire que c'est un marché qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Donc, on se dit, il y a beaucoup plus de clients, donc c'est cool. Mais il y a aussi beaucoup plus de marques. Et du coup, tu vois, sur du collagène, aux États-Unis, il y a plus de 500 marques, quoi. Ouais. Tout le monde vend du collagène. Donc, en fait, ça veut dire que toutes ces marques, elles essayent de toucher les mêmes clients. Et en fait, ils sont du coup obligés de trouver des astuces pour... Comme pour nous, pour réduire les CAC. Parce que à un moment ou un autre, et en plus, les Américains sont plus entrepreneurs, montent plus de boîtes, etc. Donc proportionnellement, il y a beaucoup plus de marques que nous, on en a. Et donc, il y a plus de marques pour un marché qui est évidemment plus grand, mais qui n'est pas non plus proportionnellement beaucoup plus grand. Et du coup, ça fait en sorte que, en fait, ils sont obligés de faire baisser les CAC. Et donc, ils sont obligés d'être beaucoup plus innovants que nous. Et pour ça, ils vont lancer des choses que nous, on lance trop peu. On a un tout petit peu parlé des landing pages tout à l'heure, mais aujourd'hui, une marque e-commerce aux États-Unis, dans 80% des cas, elles ont des landing pages. Pourquoi elles ont des landing pages? Parce qu'en fait, aujourd'hui, envoyer ton trafic payant sur une fiche produit, pour faire global, justement, ça va permettre de convertir 2-3% de tes clients maximum. Mais en plus, en paid, déjà 3%, c'est souvent assez rare. Tu vois, donc ça arrive, il y a des marques évidemment qui sont à 4, 5, 6, 7, 8, mais il y en a beaucoup qui sont plutôt autour des 1 ou 2. Parce qu'ils envoient sur leur fiche produit. Et pourquoi la fiche produit, elle ne suffit pas? Parce qu'en fait, la fiche produit, c'est une sorte de client moyen
sur lesquels on va avoir en fait des arguments un peu moyens. Tu vois, si on reprend l'exemple du collagène, en fait, tu vas peut-être t'adresser à la femme en recherche de beauté, etc. Sauf qu'en fait, il y a plein d'autres personas qui peuvent prendre du collagène. Le sportif, la personne âgée, il y en a plein. Et en fait, si tu as une fiche produit, comme je te disais tout à l'heure, il faut que ton client se reconnaisse dedans, mais tous tes clients ne peuvent pas se reconnaître dedans. Donc, tu vas être obligé de créer en fait des parcours qui vont être personnalisés pour que en fait tu puisses lancer des ads sur les personnes âgées, sur les sportifs, sur les femmes enceintes, sur etc. Et en fait tu vas aller chercher des personas et c'est à ça que vont te servir tes landing pages. Et en fait ça va te permettre de toucher des niveaux de conscience aussi qui sont moins élevés, parce qu'aujourd'hui une fiche produit classique collagène, je reste sur cet exemple, elle va permettre de toucher les femmes qui ont déjà entendu parler du collagène à multiples reprises. Mais ces femmes-là, elles coûtent très cher. Parce que potentiellement, elles ont déjà essayé du collagène. Potentiellement, elles sont déjà abonnées à une marque de collagène. Donc, pour les faire changer d'avis, ça va te coûter une blinde. Et ça va te coûter des arguments, des trucs, etc. Souvent de la promo. Enfin, ça va te coûter très cher. Alors qu'en fait, il y a plein de gens qui n'utilisent pas encore du collagène, qui, par contre, ont un problème de vieillissement, d'articulation, de peau qui sèche, etc. Et à eux, en fait, tu vas pouvoir leur raconter une histoire pour faire en sorte qu'ils comprennent que, en fait, la peau qui sèche, ça peut être lié au collagène. Les articulations qui grincent, ça peut être lié au collagène. Et en fait, tu vas aller du coup t'adresser à ces gens de manière différente, avec un parcours personnalisé, et donc avec ces fameuses landing pages. Donc des landing pages, il y a plein de formats. Aujourd'hui, nous, dans l'agence, on en utilise à peu près 12, tu vois, de tous les niveaux de conscience. Donc, les niveaux de conscience, pour les rappeler, il y en a 5. Les gens qui sont prêts à acheter, les gens qui connaissent ton produit, qui connaissent ta solution, qui connaissent le problème, ou alors qui sont ignorants à tout ça. Nous, ce qu'on dit toujours, les ignorants, faut les oublier, faut les ignorer justement, parce qu'en fait, ils coûtent trop cher. Les seules marques qui peuvent essayer de les toucher, c'est les marques, tu sais, qui ont des budgets gigantesques, qui font de la télé, etc., et qui peuvent potentiellement, avec le temps, les toucher. Quand on a une marque qui fait entre 2 et 30 ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça sert à rien, c'est pas du tout un persona. Par contre, ceux qui ont vraiment un problème, là, ça devient intéressant. Et en fait, plus tu vas être haut dans les niveaux de conscience, donc moins ils vont te connaître, moins ils sont prêts à acheter, plus tu vas avoir besoin de leur raconter une histoire pour les convaincre, ou en tout cas pour les informer que tu existes, que ton produit il peut résoudre leurs problèmes et donc ils peuvent te faire confiance et acheter. Et ça, c'est un travail qui prend du temps, qui est ultra intéressant, qui nous passionne de fou, parce que justement là il y a un vrai sujet de psychologie. Qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vois, nous on a plein d'exemples où en allant chercher des niveaux de conscience plus élevés, en fait, tu vas faire des ads qui aussi ont un niveau de conscience plus élevé, parce qu'en fait, tu vas pas essayer de vendre ton produit dès l'ads, mais tu vas plutôt essayer de parler du problème, tu vas plutôt essayer de faire en sorte que ton personnage se reconnaisse dans cet ads pour qu'il ait envie d'avoir l'information qui sera sur ta page. Et une fois qu'il est sur ta page, tu lui racontes exactement l'histoire qui lui parle, et à la fin, il va pouvoir acheter. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que ton CPC, il va grandement diminuer. Parce que, encore une fois, s'il clique pas sur un produit, il n'a pas l'impression qu'il va être en train d'acheter un truc, donc en fait, il va cliquer plus facilement. De temps en temps, ton taux de conversion, il va pas spécialement augmenter. Par contre, il va être beaucoup plus spécifique. Et en fait, en ayant un CPC qui baisse, un taux de conversion qui se maintient, tu as un CAC, évidemment, qui baisse. Si tu envoies cette ads avec un CPC qui baisse sur une fiche produit, taux de rebond qui explose, tu vends rien. Si tu l'envoies sur la bonne LP, le niveau de conscience, en fait, il se suit, et donc le client, il est capable d'acheter. Et ce que moi, j'aime bien dire aussi, c'est que cette landing page, vu qu'il va avoir pris du temps pour la lire, vraiment sur nos landing pages, on a des taux de rebond qui sont beaucoup plus faibles que sur les fiches produits. Donc, vu qu'il a pris le temps de la lire, si jamais il n'achète pas tout de suite,
il va se souvenir de l'histoire que tu lui as racontée. C'est un peu comme tu te souviens de la personne qui t'a appris à lire ou à faire du vélo. C'est des petites choses comme ça qui fait que je me souviens que cette marque, elle m'a raconté que les problèmes d'articulation, c'était un manque de collagène, et peut-être qu'elle va en parler à quelqu'un et que ensemble en fait ils vont s'auto-convaincre et qu'elle va revenir. Et donc tu vois, c'est comme ça que fonctionne en fait ce parcours de LP. Et ça, les Américains, ils l'ont compris parce que justement la population elle est hyper large, qu'il y a plein de personas différents, qu'il y a plein de façons de consommer différentes, et que ils sont obligés de faire ça pour exister. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai appelé la méthode Océan Vert, qui était de dire un peu le contraire de méthode Océan Rouge où il y a tous les concurrents, méthode Océan Bleu où soi-disant t'es le plus innovant. Non, en fait, t'es pas toujours le plus innovant. Quand tu me vends une nouvelle marque de collagène, t'es pas le plus innovant. Par contre, tu peux essayer d'aller t'adresser à tes clients d'une façon différente. Et les LP permettent ça. Donc ça, les Américains, ils l'ont bien testé. Ils l'ont bien compris. Et le deuxième truc qu'ils ont bien compris, c'est que pour eux, le test, ça fait partie, en fait, de leur mentalité. Ça fait partie de leur état d'esprit. L'échec aux États-Unis n'est pas du tout vu comme en France. Moi, des fois, quand je viens et que je dis à mes clients, cet A/B test, il a été perdant, je le sens comme une déception, comme si tous les A/B tests devaient être gagnants. Tu vois, je sens un peu de frustration, etc. Aux États-Unis, c'est pas ça. C'est, il y a un test qui est perdant, fine, on apprend pourquoi le test, il est. En fait, c'est même pas. Et d'ailleurs, j'avais vu ça dans une interview d'un CRO américain et ça m'avait beaucoup plu. Il disait, en fait, il n'y a pas de test perdant. Il y a juste une variation de ton test qui a été meilleure. Et en fait, c'est juste comprendre pourquoi, en fait, c'est celle que tu avais au départ qui a été meilleure. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que celle que tu as cru qui pourrait être meilleure est moins bonne. Et en fait, qu'est-ce que ça te permet d'apprendre sur ton client et donc l'erreur à ne pas recommettre pour continuer à aller dans le bon sens. Et donc ça, c'est vraiment un gros sujet. Les États-Unis vont plus vite, la prise de décision va plus vite. Je pense qu'il y a aussi beaucoup moins d'ego dans les prises de décision. Moi, je le vois, je bossais avec quelques marques aux US et des marques en France. Des fois, en France, on a 3 semaines de réflexion pour savoir si on met tel mot ou tel mot. Aux US, ils s'en tapent un peu, ils avancent, ils le testent et ils voient après. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une différence qui est énorme. Après, il faut pas se mentir aussi, pour aller un peu dans le sens des Français, c'est que les US n'ont pas aussi les mêmes réglementations. Si on reprend l'exemple du collagène, tu peux dire des choses aux US sur ton produit que tu ne peux pas dire en France. Parce que tu vas être contrôlé, parce que tu vas être tu dois être beaucoup plus précis, tes études de marché, tes études consommateurs, elles doivent être validées par des organismes agréés, etc. Aux US, disons qu'ils sont vachement plus légers là-dessus et que certains disent des choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on peut pas copier-coller des LPUS en France parce que la plupart, en fait, elles ne passent pas. Elles sont pas légales, tu vois. Donc, faut faire aussi attention à ça. Ouais. Très intéressant. Donc, de ce que je comprends, les US sont beaucoup plus acculturés à la notion de test et de prise de risque. Et je pense qu'effectivement, comme tu le dis, le fait qu'ils évoluent dans un paysage beaucoup plus concurrentiel ne leur laisse pas le choix. Je pense que nous, on l'a vu aussi du côté ads, quand on faisait de l'ADS en 2019, en 2020, c'était facile. Donc, quand on analyse, si on analysait aujourd'hui les campagnes de 2019 et de 2020, on les trouverait très médiocres. Et au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'annonceurs qui investissent sur Meta et sur Google, la concurrence augmente. Et au fur et à mesure de ça, le niveau augmente aussi. Aujourd'hui, des choses qui étaient très faciles il y a 4-5 ans, elles ne fonctionnent plus du tout. Il faut un petit peu plus se creuser la tête qu'avant. Et c'est pour ça que le CRO prend sa place. C'est qu'en fait, à un moment, il y a aussi un peu un plateau qui existe en ads. C'est-à-dire que à un moment ou à un autre, alors on va parler d'IA et tout ça, mais à un moment ou à un autre, même si tu peux produire 10 fois plus vite, t'as pas 10 fois plus de budget. Si tu peux, tu vois, il y a plein de choses que tu peux pas multiplier et que l'IA, elle t'a pas donné x10 sur ton budget marketing. Donc à un moment, t'es un peu bloqué aussi par ta dépense, tu vois, genre tout le monde n'est pas en scale tout le temps, de mois en mois. Et en fait, tu te dis, ok, là je suis un peu bloqué, qu'est-ce que je dois raconter comme histoire pour peut-être me débloquer? Et encore une fois, si tu fais plus 20% sur ton CRO et plus, sur ton taux de conversion et disons plus 5% sur ton panier moyen, en fait,
c'est ça qui va pouvoir potentiellement te permettre de scale parce que tu vas baisser ton CAC, donc potentiellement tu vas pouvoir augmenter tes dépenses. Et en fait, c'est un peu cette course en avant qui fait qu'elle reprend. Mais si tu vois, comme ça m'arrive des fois, des clients qui dépensent des 100K par mois, ils ont un CAC à 40 € avec un objectif de CAC à 35, bah en fait ils sont bloqués. Tu vois, parce qu'ils peuvent plus dépenser plus, et des fois même ils dépensent un peu moins. Alors qu'en fait, si tu viens optimiser de 20%, bah mécaniquement ton CAC il est plus à 40 mais il est à 32, et en fait bah là ils peuvent reprendre la marche en avant, et peut-être qu'au lieu de dépenser 100K le mois d'après ils dépensent 120, 130, 140, et en fait c'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est quand on travaille sur la partie LP, c'est moi mon job, c'est de vous faire dépenser le plus possible. Parce qu'en fait, tant qu'on tient votre CAC, si tu as un CAC à 30 et qu'on est à 29, à 28, à 30, bah en fait, envoie le bousin. Parce que pendant ce temps-là, on va prendre de l'avance sur les concurrents. Nous, on va créer des parcours différents. On va aller chercher des niveaux de conscience différents et on va y aller. Et en fait, c'est le seul objectif. Et des fois, c'est pas le taux de conversion, hein, tu vois. C'est vraiment c'est pas que ça. C'est vraiment l'économie globale et de se dire, bah vas-y, on crée les parcours qu'il faut. Et toi, tu balances. Et quand tu passes de 100K à 200K de dépenses par mois en ayant le même CAC, bah ton business il ressemble plus à la même chose. Ouais. Clairement, j'aurais pas dit mieux et je suis tout à fait aligné avec toi. Peut-être que j'ajouterais le fait aussi que mettre tout en paid peut avoir un risque et qui, pour aller multiplier ce que tu es en train de dire, c'est aussi très important d'investir en créa. Parce que bien investir en créa, faire des bonnes créas avec le bon message, ça peut avoir un double impact sur le coût par clic, parce qu'on va pouvoir potentiellement attirer plus de bonnes personnes, mais on va surtout attirer les bonnes personnes. Donc, si on drive un trafic de meilleure qualité vers le site, on va aussi avoir un impact positif sur le taux de conversion. Bien sûr. On est en juin 2026 et on a fait un épisode de podcast où la première fois que le mot IA a été utilisé, c'était au bout de 52 minutes. Donc, franchement, je trouve que c'est c'est très fort et c'est très bien. On va en parler maintenant, mais je tenais à le souligner. Et c'est rigolo parce que c'est quand même 100% notre quotidien. Ouais. Moi, je ne fais que ça, entre guillemets, je ne parle que de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi à pas le dire. Et je l'ai dit sur un petit sujet. Ouais. Donc, c'est vrai, t'as très bien fait. Tu m'as un petit peu coupé l'herbe sous le pied, j'allais dire. On n'a toujours pas parlé d'IA dans notre épisode. Bon, on l'a mentionné au bout de 50 minutes. Tu étais en train de dire effectivement que ça change ton quotidien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu intègres l'IA dans ta manière de travailler ? Ouais. Alors, c'est vrai que déjà, un truc dont je suis surpris, c'est qu'il y a beaucoup de tu vois, quand on va sur les réseaux sociaux, etc., moi, on me dit toujours, ouais, tu fais x10 sur ta production et tout ça. La vérité, moi, je fais pas x10 sur ma production. Par contre, je fais quasiment x10 sur ma qualité. Parce qu'en fait, je vais pas 100 fois plus, je vais pas beaucoup plus vite. Par contre, j'ai une capacité à, par exemple, faire une analyse qui sera beaucoup plus fine, à aller chercher de la data, parce qu'il faut pas oublier que le CRO, c'est quand même aussi à la base beaucoup de data, pour comprendre ce qui se passe, etc. Et en fait, on a la capacité, en mettant en place des flows IA, d'améliorer en fait notre lecture de la data en continu. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que tu as une lecture de la data au début d'une mission, puis après, en fait, tu as la lecture de la data de ta mission. Mais en fait, tu peux aussi un peu oublier tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des alertes? Est-ce qu'il y a des trucs? Parce qu'en fait, t'es dans le flow. Et pour moi, l'IA, là-dessus, elle nous a vraiment... elle a vraiment changé notre approche du business. Tu vois, nous, on a créé notre propre tracker, on a créé notre propre système d'organisation, et donc on est capable de savoir exactement tous les jours s'il y a des CAC qui augmentent, s'il y a des CAC qui baissent, s'il y a des taux de conversion qui augmentent, s'il y a des taux de conversion qui baissent, s'il y a des thèmes qui sont, inexploités, des ads par exemple qui vont être très peu dépensés, mais où il y a des signaux qui sont ultra intéressants, etc. Ou alors, tu vois, des fois, et ça on le découvre tous les jours, tu as des clients qui vont lancer une ads, qui vont pas spécialement nous le dire, parce qu'ils vont prendre une LP qui est un peu
pas génériques, mais qui fonctionnent, sur lesquels ils vont avoir un angle, tu sais. Ah bah tiens, ils m'ont parlé de la ménopause. Et en fait, nous, on n'a jamais parlé de la ménopause sur nos LP ou quoi que ce soit. Bah, peut-être que ça vaut le coup de créer un parcours autour de la ménopause, parce que on sait que là, pour le coup, il y a un persona très identifié, que les femmes qui vont... Enfin, sur une ad qui parle de ménopause, il n'y a pas une gamine de 22 ans, un homme de 50 qui va cliquer, parce que ça les intéresse pas. Et donc, le filtre, entre guillemets, naturel se fait, etc. Donc, tu vois, pour nous, l'IA, il a vraiment eu un impact gigantesque là-dessus, sur vraiment cette capacité à comprendre beaucoup plus en profondeur, à être beaucoup plus on-brand, on-point, etc., que sans l'IA. Donc là-dessus, alors que c'était déjà, je crois, une de nos forces avant, là, c'est encore plus une de nos forces, et on arrive vraiment à apprendre beaucoup nous-mêmes, mais aussi à nos clients, sur ce qui se passe, sur comment leur compte évolue, comment leurs clients évoluent, etc. Donc ça, c'est vraiment le gros changement sur la partie qualité. Et sur la partie production, ça a aussi amélioré la qualité de nos productions. Tu vois, pendant longtemps, on passait par des outils un peu externes pour faire par exemple nos landing pages, nos quiz, etc. Aujourd'hui, on fait tout en interne, parce que justement, avec les développeurs qu'on avait déjà, là, avec l'IA en plus, on est capable de faire des trucs qui sont vraiment extraordinaires, enfin vraiment qui n'ont rien à voir. Quand je regarde les LP qu'on faisait il y a 6 mois, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. Tellement, tu sais, genre tu te dis merde, on faisait ça, mais ça marchait. Et aujourd'hui, en fait, on est capable de faire des trucs, tu vois, c'est con, mais des animations, des choses qui étaient trop compliquées ou qui prenaient trop de temps. Et du coup, on est capable d'être vraiment dans de l'optimisation vraiment beaucoup plus fine. Donc ça, c'est vraiment génial, et nos clients, ils le ressentent au quotidien, tu vois. Il y a vraiment un travail qui est fait qui a rien à voir. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour nous sur la partie quotidienne. Mais le point sur lequel je trouve qu'il y a le plus d'attention à porter, c'est sur le fait justement de savoir quoi accélérer ou quoi améliorer avec l'IA, et quoi laisser à l'humain. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que soit l'IA, elle te donne une réponse qui est à peu près bonne, mais pas 100% bonne. En tout cas, c'est pas la réponse que tu aurais donnée si tu l'avais fait sans l'IA. Parce que tu aurais sûrement été un peu plus loin, etc. Donc, il y a des fois des gens qui peuvent se contenter de ça. Et là, c'est dommage, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment la moyenne, quoi. C'est vraiment la moyenne d'Internet par définition. C'est un peu ce que tout le monde a déjà. Et donc, si tu veux sortir du lot avec ça, autant dire que c'est mort d'avance. Donc, c'est vraiment là-dessus où je pense que l'IA, en fait, elle est ultra utile, mais elle ne nous remplace pas sur tout, et elle ne nous remplace pas sur le jugement. Parce qu'aujourd'hui, une IA, et si on reprend l'exemple des LP, par exemple collagène, elle va pas spécialement savoir que tel concurrent est en promo, que tel concurrent a lancé tel nouveau positionnement, que tel mot est en train de percer, que il y a telle tendance qui existe sur les réseaux sociaux, et que en fait tout ça fait que, à un moment, l'humain, il a peut-être 10 options face à lui, et il va devoir choisir les bonnes. Et en fait, c'est exactement, nous, le travail que l'on fait au quotidien. Évidemment, l'IA va nous aider à faire le copywriting, mais en fait, derrière, il y a un copywriter qui passe, parce que si tu restes sur le copywriting qu'elle t'a fait, potentiellement, c'est le même que tes concurrents, potentiellement, c'est et puis, c'est un truc moyen, qui du déjà vu, etc. Donc, pour moi, tu vois, le vrai avantage d'utiliser l'IA aujourd'hui et demain, ce sera pas justement d'utiliser l'IA, parce que tout le monde l'utilisera, mais ça sera pour ceux qui auront du goût, qui auront de l'expérience, qui auront un regard, qui saura en fait transformer le correct généré par l'IA en quelque chose qui sort du lot. Parce que l'IA, vraiment, pour moi, démocratise la moyenne. Du coup, elle rend l'excellence encore plus rare, et donc encore plus cher. Et donc je suis persuadé que demain, potentiellement, nos missions, elles vont encore augmenter de tarifs, parce qu'en fait, il y aura beaucoup de choses que les marques pourront faire par elles-mêmes, mais en fait, elles auront besoin d'un jugement, elles auront besoin d'une expérience, elles auront besoin d'un regard différent, un peu le pot de confiture dont je parlais tout à l'heure, qui pourra les amener ailleurs. Ouais, très bien. Non, je pense que ton regard, il est super intéressant sur le sujet. L'IA, c'est un outil, ça vous permet de faire
plus de choses. Comme tu le disais tout à l'heure, ce que vous faites maintenant en 6 mois, tu as l'impression qu'il s'est passé 10 ans. Mais effectivement, tu auras toujours ce jugement, cette intuition, le fait de pouvoir d'avoir travaillé avec des centaines de marques pendant autant d'années. Ça va te permettre d'avoir cette capacité à juger parmi les 20 landing pages que l'IA t'aura produites, celle sur laquelle il faut aller miser. Exactement. Trop bien. Top, je pense qu'on a vu pas mal de choses ensemble aujourd'hui, Sébastien. Ça fait une bonne heure qu'on échange. Je vais terminer avec mes habituelles questions. Ma première, c'est quelle est ta marque e-commerce préférée ? Et ça peut être une marque que tu consommes ou une marque où tu adores la DA ou justement leur site e-commerce. Alors, je vais être un peu biaisé, mais la marque e-commerce que je préfère, c'est Spring. Ouais. C'est mon client depuis 3 ans, mais au-delà du fait que ce soit mon client un peu historique que j'adore vraiment, c'est en fait une équipe qui est top. Benjamin, son fondateur, qui a une vision très Kaizen. Alors ça le fait rire parce que je l'appelle l'inoxtag de l'e-commerce, mais parce que il a cette vision justement de l'amélioration en continu, du petit pas par petit pas. Et en fait, c'est exactement la philosophie du CRO. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'est trouvé aussi bien et qu'on travaille aussi bien ensemble depuis 3 ans. C'est que on considère jamais que le travail est fini, que on pourra revenir dessus dans 6 mois. Non, en fait, on est toujours en train d'améliorer en permanence, et je trouve que ça c'est génial. Il a vraiment cette philosophie-là, aussi bien sur ce qu'on fait nous, les ads, les LP, etc., mais aussi lui sur les produits, sur la manière de s'adresser à ses clients, etc. C'est une marque qui se remet beaucoup en question sur un produit qui paraît entre guillemets facile, la lessive, tout le monde a besoin de lessive, etc., mais qui a une concurrence gigantesque, et ouais, et du coup c'est vraiment une marque que j'adore. En plus je les consomme, j'aime beaucoup les produits, mais voilà, c'est vraiment une marque que moi j'aime beaucoup, et d'ailleurs si vous voulez un peu regarder ce qu'on fait, vous allez sur leurs ads, vous verrez 100% de nos LP. Très bien, j'irai jeter un œil juste après. Et est-ce que tu as un invité qui travaille dans l'e-commerce, ça peut être un e-commerçant ou un expert comme toi d'une thématique, que tu me recommanderais d'inviter dans ce podcast ? Alors je pourrais te recommander 2 personnes. Benjamin de Spring, parce que clairement il a encore une fois une vision, il parle très peu, donc je pense que c'est toujours intéressant de le rencontrer. Et puis une deuxième personne que j'aime beaucoup, qui est Rania Refsi, qui est directrice e-commerce chez Capsme, qui est aussi ma femme, et qui justement a bossé chez Merci Andy, qui bosse chez Capsme, et qui a une vraie expertise, qui en fait est pour le coup elle est directrice e-commerce, mais seule dans sa boîte. C'est-à-dire qu'elle a pas d'équipe, et en fait elle a vraiment cette vision de je m'entoure, je productise avec l'IA, etc. Et donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à écouter quand on entend des fois des fondateurs dire mon équipe marketing elle est trop grande, etc. Elle est toute seule sur une marque qui fait plusieurs millions, et ça se passe très très bien, ils sont en croissance tous les ans, donc voilà, il y a un positionnement intéressant à aller chercher avec elle. Trop bien. Merci beaucoup, Sébastien. Je ne manquerai pas d'utiliser cette partie du podcast pour la contacter. J'espère que tu m'aideras à la convaincre d'intervenir dans le podcast. Avec plaisir. Trop bien. Franchement, épisode masterclass pour moi sur le CRO. Tu as partagé des chiffres, tu as partagé des bonnes pratiques sans trop te conditionner au fait que ça dépend de si vous êtes comme ci ou comme ça. J'ai personnellement appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc franchement, merci beaucoup Sébastien pour ton temps et tous tes conseils. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez continuer la conversation, à me contacter sur LinkedIn, Sébastien Tortue, à aller voir mes vidéos YouTube. Alors j'en sors un petit peu moins qu'avant, mais n'hésitez pas. Et puis comme ça, je pourrais répondre à toutes vos questions. Et voilà. Ouais, bien sûr. Et nous, on manquera pas de mettre tous les liens en description de la vidéo sur YouTube et du podcast sur Spotify, Apple Podcast, etc. vers ton LinkedIn, vers votre site internet. Avec plaisir. Trop bien. Super. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcasts. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.